Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Bon, aujourd'hui je vais vous parler du prix des matières premières, du pétrole, du prix du blé. Ces prix ont flambé. Quelles sont les conséquences pour l'économie? On le sait. Inflation, et bien évidemment, s'il y a une inflation qui est forte, et aujourd'hui les chiffres sont mauvais, l'inflation est extrêmement élevée. On le voit ici, avec effectivement le risque de guerre qui effectivement provoque et qui pousse les prix du blé, du soja. Regardez ici, wheat, des plus hauts historiques. On a également le soja qui monte. On a alors l'or qui consolide un petit peu. Et bien évidemment, vous avez la monnaie russe qui est toujours à des niveaux extrêmement faibles. Donc le thème de cette vidéo, ça va porter finalement sur le prix des matières premières. Pourquoi c'est extrêmement important sur un plan stratégique, sur un plan économique, au niveau de l'économie mondiale. C'est-à-dire que ce conflit, mine de rien, non seulement il est dangereux pour l'humanité, risque nucléaire, etc., mais il est dangereux parce que les deux pays dont on parle, la Russie et l'Ukraine, c'est quasiment un quart des exportations de blé de la planète. Donc c'est quelque part un petit peu le grenier de la planète. Donc la hausse du prix des matières premières qui fragilise l'économie mondiale. Tout d'abord, l'inflation qui grimpe à des niveaux records et en cause le prix de l'énergie. Donc comme l'énergie augmente fortement, ça pousse les prix tout simplement à augmenter. Donc ça s'explique par bien évidemment les sanctions de l'Union européenne, des États-Unis à l'égard de la Russie, ça s'explique par le conflit, ça s'explique également par plusieurs raisons. Il n'y a pas que ces raisons. C'est-à-dire que l'inflation existait déjà avant ce conflit. On avait déjà des problèmes de chaîne d'approvisionnement, des problèmes avec la Chine, la pandémie, le Covid. En fait, là, c'est juste la cerise sur le gâteau. C'est le truc dont on n'avait pas besoin. L'économie était déjà en difficulté. Elle était déjà fragilisée. Et là, en fait, avec ce conflit, on est monté d'un cran. Et c'est ça ce qui est incroyable. On a presque envie de dire la connerie humaine, quoi. C'est-à-dire, on n'avait pas besoin de ça. Je continue. D'ailleurs, je tiens à préciser une chose. Tout d'abord, merci infiniment pour vos messages, positifs ou négatifs. Merci. Au moins, voilà, il y a un débat. On a la chance de pouvoir en discuter. On n'est pas sous les bombes. On a cette chance, donc c'est déjà bien. Et la deuxième chose, c'est que je pense qu'il faut respecter, bien évidemment, tous les avis. Je ne dis pas que je suis omniscient et que mon point de vue, non. Je vous dis au contraire, critiquez, remettez tout en ayant un respect. Parce que ça sert à rien d'insulter pour insulter. Ça sert à rien de dire, voilà, tu regardes BFM, je regarde pas BFM. Voilà, et il m'invite pas à BFM. Donc arrêtez de dire des conneries, d'accord? Donc moi, je suis quelqu'un de neutre. Je suis invité ni par BFM, ni par Russia Today. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Maintenant, s'ils m'invitent, je vais pas leur dire non, mais je m'en fiche. J'ai pas besoin d'eux. Et ça, je l'ai compris depuis longtemps. Vous savez, alors, je vais faire une petite divergence. Je suis entrepreneur, d'accord? J'ai créé une école qui s'appelle la TKL. J'ai la chance effectivement d'avoir réussi dans mon domaine, d'avoir une belle communauté, de faire des choses qui me plaisent, etc. J'ai quitté la France en 2010. À ce moment-là bien précis, j'avais un vrai ras-le-bol. Mais juste avant, j'étais invité dans les plus grands médias. Donc, on me voyait sur BFM, on me voyait sur France 3, on me voyait sur France 2, on me voyait taper Tammy Cabage à l'époque. Et vous voyez, j'étais sur toutes les chaînes télé. Ensuite, j'ai plus été invité parce que c'est bon, j'avais quitté la France. Et après, bon, voilà. Mais j'ai compris un truc. C'est que beaucoup de gens, ils vont sur les médias, ils sont dépendants des médias. Et moi, j'ai compris qu'il fallait pas que je dépende des médias pour ma boîte, pour mon business, pour mon activité, etc. Et j'ai créé mon propre média. Ça s'appelle ma chaîne YouTube. Sur cette chaîne YouTube, il y a 3000 vidéos. D'accord? Ce qui fait que, et j'ai vraiment envie d'insister sur ça, même pour votre culture générale. Je suis un auteur best-seller. J'ai écrit plusieurs bouquins qui ont cartonné et plusieurs bouquins qui sont vendus à plus de 10 000 exemplaires. J'ai dû vendre 80 000, pas loin de 100 000 bouquins. D'accord? C'est énorme. Pourtant, mes ventes ont explosé, pas quand j'étais médiatisé, mais aujourd'hui, c'est-à-dire avec ma chaîne YouTube, etc. Donc ça me donne une force, une indépendance, une autonomie. Donc si BFM va dire des choses intéressantes, parce qu'ils vont dire des choses, je vais pas dire que c'est des conneries, mais s'ils disent des conneries, je vais dire que c'est des conneries. C'est-à-dire que j'ai la chance d'être autonome. Je ne dépends pas d'eux.
pour mon business, pour mon chiffre d'affaires, pour tout ce que vous voulez. Et donc, je ne dépends que de moi-même. Et premièrement. Deuxièmement, je suis libre financièrement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ai pas besoin de faire ce que je fais. Alors oui, je suis un compétiteur. Oui, je veux propulser la TKL vers le haut. Oui, je sais que la TKL peut aider énormément de gens. Oui, oui, oui. D'accord? Mais si aujourd'hui, voilà, je voulais arrêter mon activité, je pourrais le faire largement et vivre tranquillement, sans me prendre la tête, sans être à fond. Parce que vous voyez la quantité de travail que je fournis. Troisièmement, toutes les vidéos, c'est moi qui les prépare de A à Z. Donc, vous imaginez un petit peu la charge de travail que cela représente. Maintenant, encore une fois, je suis passionné par ça et j'adore ça. Donc, pour en revenir à mon propos, je suis autonome. Maintenant, ça ne veut pas dire que je dis, voilà, que tout ce que je dis est vrai, etc. Donc, les gens qui m'accusent de regarder BFM ou d'être proche, vous ne me connaissez pas et vous ignorez qui je suis et je n'ai pas besoin d'eux et j'ai cette chance d'être autonome. J'ai cette chance. Maintenant, il y a des propos intéressants. Il y a des personnes qui m'ont dit, Tammy, tu as dit que le monde entier était contre Poutine. Or, c'est pas vrai. Et ils ont raison. Et désolé, je m'excuse. Ils ont raison de me le dire. Parce que, effectivement, quand vous voyez l'Inde qui n'a pas vraiment été contre la Russie, qui n'a pas voté contre la Russie, la Chine et d'autres pays, et beaucoup d'Africains d'ailleurs qui écrivent, qui disent Tammy, ne dis pas ça, etc. Voilà, on n'est pas contre la Russie. Maintenant, moi ce que j'ai voulu dire, et peut-être que ça a mal été interprété, c'est que ce qu'a fait Poutine, c'est inacceptable pour nous en tant qu'être humain. D'accord? C'est pas, je m'en fiche de ta nationalité, de ton origine, etc. C'est juste que le plus fort qui vient agresser le plus faible. Et le plus faible, en l'occurrence, c'est l'Ukraine. Et je ne dis pas que les Ukrainiens sont innocents, que tout est parfait, que non, loin de là. Mais ici, il y a des victimes, il y a des innocents. Vous devez vraiment comprendre et faire la part des choses. Et ne pas tout confondre. D'accord? Donc, je pense qu'on aurait pu ne pas arriver à ces extrémités. Je pense que Poutine, à un certain moment, il est allé au-delà. Bien sûr qu'il se sentait frustré, mais ce n'est pas une raison. Et ce que j'avais dit à plusieurs reprises, moi tous les jours, regardez mes dernières vidéos. Il y a des gens qui vont me dire Tammy c'est extraordinaire et il y en a qui vont m'insulter et me traiter de tous les noms. Si je pétais un câble, je serais pas là devant vous. Donc je pense que surtout quand tu es un chef d'État, moi je suis juste un YouTuber, entrepreneur, auteur, coach, c'est tout, d'accord? Pas plus. Je suis pas chef d'État. Quand tu es chef d'État, tu dois encore plus gérer tes émotions. D'accord? Regarde, moi je gère mes émotions. Parce que si je gérais pas mes émotions, quand tu lis les trucs qu'il y a sous mes vidéos, j'aurais pété un câble, les amis. D'accord? J'aurais pété un câble. Parce que les gens, ils aiment qu'on les aime. D'accord? Voilà, c'est humain. Or, quand tu fais une vidéo, tu bosses dessus, etc. Ensuite, tu t'en prends plein la figure. Tu te dis, waouh, qu'est-ce qui se passe? Mais moi, je m'en fiche. J'ai pris du recul. Je dis ce que j'ai envie de dire et c'est ça ma force. C'est ma faiblesse peut-être, mais c'est également ma force. C'est je m'en fiche de ce que tu penses de moi. Je dis ce que j'ai envie de dire et je vais argumenter, je vais t'apporter mes faits, mais tu n'es pas obligé d'accepter et tu n'es pas obligé de partager mon point de vue. Tu fais ce que tu veux. Donc, c'est une grosse parenthèse, mais je pense que c'était peut-être le plus important de la vidéo. Allez, je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc, comme on le sait, l'inflation grimpe à des niveaux records et puis bien évidemment, vous voyez ici, ça c'est 5,8%. Donc c'est des niveaux records. Pourquoi? Essentiellement les prix de l'énergie et les prix effectivement du pétrole. Cette inflation record, elle s'explique par la guerre et on parle des niveaux les plus élevés depuis 1982. Alors le problème de l'inflation, c'est quoi? C'est que l'inflation, quand elle démarre, c'est très difficile de l'arrêter. Pourquoi? Parce que on a ce que l'on appelle une spirale inflationniste. La hausse des prix, d'accord, entraîne la hausse des salaires. Donc, je vais mettre ici spirale inflationniste, d'accord. Donc, quand vous avez une hausse des prix, donc l'inflation, ça entraîne quoi? Ça, les salariés vont dire, je gagne moins, donc je veux gagner plus. Donc, ça va entraîner une hausse des salaires. Comme les salariés, ils voient leur niveau de vie augmenter, ils vont dépenser plus. Et donc, ensuite, ça entraîne une hausse de la demande qui entraîne à son tour une hausse des prix
qui entraîne une hausse des salaires, ce que l'on appelle une spirale inflationniste. Et à un certain moment, on va se retrouver avec une inflation à 15%, 20% et plus. Et bien évidemment, il y a également la politique monétaire, c'est-à-dire quand on est dans une situation de spirale inflationniste, la seule manière de freiner l'inflation, c'est d'augmenter les taux d'intérêt. Pourquoi? Parce que quand on augmente les taux d'intérêt, premièrement, ça pousse les gens à se dire, OK, je vais moins consommer parce que je peux pas emprunter, parce que je peux placer mon argent, parce que. Et deuxièmement, ça diminue les investissements parce que le coût de financement des investissements devient trop élevé. Donc, la hausse des taux d'intérêt permet de freiner l'inflation. Le problème ici, c'est quoi? C'est que l'inflation, elle est aujourd'hui élevée, mais si on augmente les taux d'intérêt, on risque de freiner l'économie. Or, l'économie est en phase de reprise. Donc, tous les dirigeants de la planète aujourd'hui se posent la question, est-ce qu'on augmente les taux d'intérêt ou pas? Est-ce qu'on freine? Alors, plusieurs banques centrales ont déjà augmenté les taux d'intérêt, ont déjà commencé à lutter contre l'inflation. Maintenant, voilà, on a les grosses banques centrales, la Banque centrale européenne et la Fed qui sont en train de se poser des questions. Et là, vous voyez un petit peu la composante de l'inflation. Donc, vous avez tous les prix, 5,8%. Vous avez les prix de l'énergie, 31%. Donc, les prix en dehors de l'énergie et les services, 2,5%. Donc, l'énergie augmente. Et donc, ça peut effectivement mener l'économie à ce que l'on appelle une spirale inflationniste. Alors, le plus grand danger, bien évidemment, c'est quoi? C'est le prix des matières premières agricoles. On a parlé du prix du pétrole, qui est important, qui va avoir un impact, mais, et c'est très important, c'est pour ça que j'ai fait cette petite parenthèse, beaucoup de gens m'ont dit, Tammy, le monde, ce n'est pas l'Europe, Tammy, le monde, ce n'est pas les États-Unis. Et vous avez raison, d'accord? 1,4 milliard de Chinois, 1 milliard d'Africains, 1,2 milliard, je pense, d'Indiens. D'accord? Et là, j'ai pris qu'une partie. Et vous avez également l'Amérique latine, etc. Et tous, dans ces pays, clairement, il y a une population qui est pas aussi aisée que dans les pays riches. Il y a également beaucoup de gens qui sont défavorisés. Et donc, la hausse du prix des matières premières est un danger. Rappelez-vous des révolutions, des émeutes de la faim. Dès que les prix des matières premières agricoles augmentent, on se retrouve avec des gens qui sont dans les rues. Récemment, le Kazakhstan, il y a eu une révolution parce que le prix de l'essence avait augmenté. Donc, si le prix du blé, des matières premières agricoles augmente, on va avoir un embrasement dans de nombreuses villes, dans de nombreux pays de la planète. Donc, ce qui se passe aujourd'hui est extrêmement dangereux. Or là, regardez, l'Ukraine et la Russie représentent 25% de la production mondiale de blé. D'accord? Et du commerce, des exportations. Là, vous avez les États-Unis, d'accord? Également, on est à un peu moins de 25%. Vous avez les autres, vous avez l'Argentine, qui est importante. Vous avez l'Union européenne. Mais on voit bien que l'Ukraine et la Russie sont bien plus importantes que l'Union européenne. Et vous avez le Brésil. Et vous voyez un peu l'impact que ça a. Donc, il y a des sanctions à l'égard de la Russie, il y a la guerre en Ukraine, il y a une économie qui est complètement ravagée et vous avez 25% des exportations de blé qui diminuent. Est-ce que vous voyez un peu l'impact que ça peut avoir sur l'économie mondiale cette fois-ci, Je ne parle pas que des pays riches. Et donc, le plus grand danger, c'est cette hausse du prix des matières premières agricoles. Le prix des matières premières a augmenté le plus depuis 2009. L'invasion, voilà, ça a provoqué finalement l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ça a complètement chamboulé l'économie et d'une certaine manière l'approvisionnement de tout ce qui est blé, matières premières agricoles. Donc vous voyez ici que voilà, la Russie et l'Ukraine, c'est environ un quart des exportations mondiales de blé, un cinquième des ventes de maïs, donc 20%, et 80% des cargaisons d'huile de tournesol. Et donc ici, vraiment, on est face à un phénomène qui fait peur. Pourquoi? Parce que si on règle pas le conflit rapidement, qu'est-ce qui va se passer?
on risque d'avoir une perturbation prolongée de la chaîne d'approvisionnement en Asie. C'est-à-dire que beaucoup de pays asiatiques ne recevront pas suffisamment de blé, de matières premières agricoles, etc. Et ça peut créer une flambée des prix des denrées alimentaires encore plus importante qu'à l'heure actuelle. On a également des pays comme la Chine et l'Inde. Et c'est là où je vous disais, voilà, qui représentent une grande partie de la population mondiale. Et ces deux pays sont des gros acheteurs de l'Ukraine, auprès de l'Ukraine et auprès de la Russie. D'ailleurs, l'Inde et la Chine sont les principaux clients de l'Ukraine. Maintenant, ce conflit, malheureusement, il est déjà engagé, mais on a vu que la Chine commençait à dire oui, c'est pas bien d'envahir l'Ukraine, attention, voilà. Et ils ont parlé de guerre, d'accord? Et ils ne sont pas vraiment très favorables à cette attaque. Maintenant, la Chine a compris que ce conflit, c'était une aubaine également. C'est con, mais c'est-à-dire que c'est une opportunité en or pour la Chine. Et la Chine l'a compris. Alors, il y a beaucoup de gens, ils ont dit, la Chine va en profiter pour envahir Taïwan. Peut-être. Ou peut-être pas. Et peut-être que la Chine va se dire, moi, avec ça, c'est le jackpot. Parce que la Russie a besoin de la Chine. A besoin désespérément de la Chine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Russie va brader son pétrole, va brader ses matières premières et va faire de la Chine son partenaire privilégié. Si, bien évidemment, les États-Unis, etc., ne tapent pas trop sur la Chine, je le pense pas, d'accord? Eh bien, la Chine va être le grand gagnant de ce conflit. Le grand gagnant sans rien faire. Ils vont rien faire. Ils vont juste observer, ils vont parler un petit peu, ils vont signer des contrats et ils vont encaisser le jackpot. Incroyable, mais vrai. Donc, je continue. Les sanctions imposées à la Russie vont finir par causer davantage de dommages aux États-Unis et à leurs alliés, selon un think tank chinois. Le titre ici. Un think tank, c'est quoi? C'est un centre de réflexion. C'est des gens qui vont analyser, qui vont faire de recherches, etc. Ce que l'on appelle l'intelligence économique. Eh ben, ces experts, ils ont conclu que les gros perdants allaient être l'Europe et les États-Unis. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer. Alors, il y a plusieurs raisons. Première raison, c'est que la Russie, elle s'est largement adaptée à la gestion des sanctions financières depuis 2014. C'est pas le début, elle a déjà eu des sanctions financières. Donc elle vit déjà avec des sanctions financières. Elle avait été à l'époque pénalisée pour avoir effectivement saisi la Crimée. Deuxièmement, les Européens, alors là c'est l'experte chinoise qui dit, je pense, non, c'est un expert. Bon, désolé, je sais pas si y a un Chinois parmi vous, quelqu'un qui parle chinois, vous me direz. Bon, les alliés américains, et c'est Mac qui le dit, donc qui bosse pour ce think tank, il dit, les alliés américains et européens finiront par souffrir pour avoir soutenu l'Ukraine. Waouh! Jusqu'à présent, la Chine n'a pas essayé de rentrer frontalement en opposition à la Russie. C'est-à-dire, ils n'ont pas été vraiment pour, mais pas vraiment contre. Et ils ont ménagé un petit peu leurs alliés. Mais vous voyez, cet article il est juste énorme. Pourquoi? Parce que les Chinois, ils préparent déjà le coup d'avant. Qu'est-ce qui va arriver et comment on va s'en emparer? La vidéo d'hier, les chiffres sont toujours bons, c'est-à-dire l'économie américaine est toujours numéro 1 mondial. L'Europe est une puissance économique en perte de vitesse, certes, mais est toujours une puissance économique. Mais clairement, la puissance qui arrive, c'est la Chine. Et clairement, cette situation est favorable à la Chine. Pourquoi? Parce que la Chine, aujourd'hui, elle a un boulevard. Elle n'a même pas besoin de négocier pour obtenir des conditions tarifaires extrêmement avantageuses. Donc, premièrement, la Chine, elle va être le soutien de la Russie. Elle va dire, OK, on va t'aider. Les méchants européens, les méchants américains, ils t'ont tapé dessus. Pas de souci. Nous, on va t'apporter de l'argent. On va t'apporter du soutien économique. Premièrement, on parle d'un gazoduc entre la Chine et la Russie, le plus grand gazoduc qui soit.
Et bien évidemment, les traders et les entreprises chinoises, elles vont acheter du pétrole russe à bas prix. D'accord? Pourquoi? Parce que personne d'autre ne voudra l'acheter. Rappelez-vous, sanctions internationales, blocage. Alors bien évidemment, la Chine, voilà, il y a aucun autre pays ne pourra le faire parce que la Chine est puissante. C'est un pays peut être, c'est-à-dire s'il y a un pays qui peut faire face aujourd'hui aux États-Unis, ça reste la Chine. Alors la Chine est vraiment, c'est le niveau supérieur. Après, les États-Unis restent toujours la puissance dominante, la puissance économique numéro 1, la puissance militaire numéro 1, il n'y a pas photo. Mais la Chine arrive à vitesse grand V, ils sont très forts. Donc, premièrement. Ensuite, la Chine a déjà commencé à aider la Banque centrale russe. Et donc la Chine, elle va finalement fournir une bouée de sauvetage financière. Et il y a déjà eu un accord d'échange de devises de plusieurs milliards de dollars avec la Banque centrale russe. Et ça permet justement à la Russie d'avoir des liquidités et de continuer à financer son activité. Donc la Chine aujourd'hui a compris qu'il y avait un énorme business à faire. Et puis le dernier point, c'est le dollar. Le dollar va s'affaiblir parce que justement la Chine et la Russie, mais également d'autres pays vont comprendre qu'il va falloir être de plus en plus autonome par rapport aux États-Unis et au roi dollar. C'est pas quelque chose qui va se faire en quelques années, mais là on parle de deux puissances économiques, d'accord? Alors militaire, économique, bon, je vous ai parlé de la Russie, mais ce sont deux grandes civilisations. Les États-Unis, il faut pas l'oublier, c'est un pays jeune. C'est un pays qui s'est développé très rapidement. C'est ce qui fait sa force également. Les États-Unis n'ont pas d'histoire. Et je me souviens j'étais dans un resto universitaire, il y avait deux médecins qui se parlaient et critiquaient les États-Unis. Ils disaient, ouais, ils connaissent rien, ils maîtrisent rien. Je lui disais, ah bon? Et en fait, on a toujours eu comment dirais-je, un certain snobisme à l'égard des Américains. Mais c'est ce qui fait la culture des Américains. Les gars, ils se cherchent pas, ils sont bons, ils sont efficaces. Donc ici, clairement, on est aujourd'hui à un tournant. C'est-à-dire, le tournant, bien évidemment, il a déjà commencé. On est déjà dans cette phase, mais avec ce conflit, finalement, les choses vont s'accélérer. D'accord? L'inflation, le prix des matières premières agricoles qui risque effectivement de mettre en difficulté l'économie mondiale et pas que quelques pays. L'économie mondiale va souffrir à cause de ce conflit et la Chine qui va commencer à acheter à bas prix la Russie, qui va commencer à prendre des parts dans le pétrole, dans le gaz, qui va peut-être même investir, etc., etc. L'autre point intéressant, c'est l'Afrique. La Chine et l'Afrique sont aujourd'hui très présents en Afrique. Et donc la Chine, pardon, et la Russie sont très présents en Afrique et commencent à vraiment prendre les parts, les grosses parts du gâteau, etc. Donc on est vraiment dans une nouvelle économie, dans une nouvelle ère, et je pense que ce conflit est en train d'accélérer finalement des alliances entre puissances économiques, entre la Chine, la Russie, ce qui est intéressant, l'Inde également. Parce que l'Inde n'a pas voté contre la Russie. Donc c'est intéressant, c'est-à-dire on commence à avoir effectivement un changement des cartes au niveau mondial. Merci infiniment les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.